rejoins tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Il suffit de s'unir sur nos problématiques et aller de l'avant. Il y a un manque terrible, il n'y a qu'à voir quand des jeunes couples ont des enfants pour arriver à trouver une place en crèche. Après, il y a les nounous, c'est bien, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est compliqué aussi. Mais il y a une autre question, enfin on parle de services publics aussi. Tu disais que les communistes devraient peut-être se frotter un peu les cervelles pour réfléchir à... Moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est les travaux ménagers. Parce que les chiffres le montrent, c'est l'INSEE, hein, donc c'est pas subjectif. Les femmes continuent d'effectuer, même si elles en font moins, parce qu'il y a des machines à laver, parce qu'elles continuent à faire l'essentiel des travaux ménagers. Pourquoi ne créerait-on pas un service public pour le repassage, qui soit un... Alors, bon, ça paraît aujourd'hui où on nous explique, où on marche en arrière, hein, et où on nous dit qu'on peut faire de moins en moins de choses et qu'on met en cause les services publics, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi, sur des questions comme ça, offensif, oser avoir des idées? Tout à l'heure, on discutait avec le maire de la commune, Jean-Paul Trovero, qui donc, sur la question des transports en commun, de la gratuité des transports en commun dans l'agglomération. Il y a une campagne. Bon, il se trouve qu'il est maintenant président de la CEMITAG et qu'il a reçu les syndicats qui étaient contre. Et oui, l'ensemble des syndicats de la CEMITAG étaient contre la gratuité. Et aux arguments qu'ils ont apportés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'argument, je pense, et qui est intéressant, il leur a dit, mais c'est parce qu'il faut envisager ça dans une autre façon de fonctionner. Non pas dans la façon actuelle, qui est, finalement, revenir à une idée de vrai service public, qui ne doit pas obligatoirement être rentable, mais qui rend service à... Et je pense que en disant ça, il a dû, quelque part, marquer un point. C'est-à-dire faire, j'ai pas dit que tout le monde était d'accord, non, mais interpeller. Interpeller. Et je pense que parfois, il ne faut pas hésiter à être ambitieux dans des propositions. On nous dit toujours aujourd'hui, ah, mais on ne peut pas faire autrement, oui, mais il faut être réaliste. Ah, ça c'est un mot extraordinaire. Hein? Pragmatique. C'est pas comme ça que la société a avancé. Non, la société, elle a avancé parce qu'il y a des gens qui étaient capables de faire des projections et d'avoir, je dirais, des idées. Des idées et des convictions. C'est un peu aussi ce dont on manque aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. De l'ambition non pas personnelle, comme malheureusement beaucoup l'ont, mais de l'ambition pour notre société, pour nous tous. Et pas hésiter à être pas dans le moule, quoi. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer des idées, parce que si on est... c'est comme si dans une entreprise... et j'ai connu, moi j'étais journaliste, j'allais dans les entreprises et j'ai connu ça, il y avait des syndicats qui disaient, on veut obtenir, je vais mettre en euros, on veut obtenir 50 € de plus par mois, on va en demander 150. Puis il y en avait d'autres qui disaient, ouais, mais le patron, il va jamais nous donner tout ça, on va lui demander 25 €. Et donc ils n'avaient rien, ou ils avaient 5 €. Et il me semble que par rapport à la question que tu posais, Kadra, comment on peut aujourd'hui, il faut aussi que vous, les générations qui nous ont succédé, vous renouiez avec cette envie de faire tomber des forteresses et puis d'oser demander des choses. Hein, et puis, voilà. Mais on ne leur donne pas les moyens. La femme a le droit de disposer d'elle-même avec l'IVG, mais on ferme des plannings familiaux. La femme a le droit de divorcer, d'être autonome financièrement, mais on sait que les couples, les familles monoparentales, ce sont souvent des femmes, et qu'elles sont dans des conditions sociales absolument horribles.
qu'avec la montée de l'extrême droite, ils ne vont pas forcément supprimer les droits, mais qu'ils vont supprimer les moyens. Et c'est vrai que, Kadra, quand tu nous dis que le conseil départemental supprime l'égalité femmes-hommes, là, il y a peut-être des choses à faire, parce que c'est insidieux. Ils ne suppriment pas le droit, ils ne donnent plus les moyens. Et je crains, et là, sur d'autres choses, sur d'autres domaines économiques, on supprime de plus en plus, on dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'on ne prend pas où il est, ça c'est sûr. Et on va de plus en plus dire, les bénévoles, mettez-vous à la tâche. Hein. Vous êtes retraités, faites, on le fait déjà avec nos petits-enfants. Hein. Pas toujours pour le plaisir, quelquefois par obligation. Il y a une régression sociale du fait des moyens. Et là, l'argent, il faut le prendre où il est, il faut avoir un vrai plan de... Je crois qu'il faut vraiment aller au combat pour les moyens. Être vigilant au niveau des idées et des avancements de droit, mais surtout vérifier qui a les moyens de ces droits. Effectivement, tu as raison. On a des droits, puis après on n'a plus des moyens pour les faire respecter. L'exemple de l'IVG en est un bon. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est une volonté de faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder à l'IVG? Je pense que ce n'est pas l'objectif qui est visé quand ça se passe. C'est parce que globalement, il faut faire des économies dans la santé, que l'hôpital, ça coûte cher, qu'il faut faire des restructurations. Donc il y a énormément de restructurations dans tous les hôpitaux. C'est vrai que les centres IVG, ils avaient été mis en place dans les hôpitaux de manière militante, par des médecins militants, qui petit à petit ont vieilli et ne sont plus là. Donc il reste des services qui sont gérés comme les autres services, mais il n'y a plus personne pour monter la garde à côté d'eux. Et oui, c'est ça qui se passe. Et donc, les centres IVG disparaissent sans que personne... Évidemment, la communauté médicale qui réfléchit aux économies qu'elle doit faire, ils se mettent tous d'accord pour que ce soit ça qui n'existe plus. Parce que personne n'est là pour le défendre. Parce que les centres IVG, s'ils existent aujourd'hui, ça n'a pas été une volonté du corps médical. Ça existe parce que les femmes se sont battues pour les faire ouvrir. Mais on n'est plus là quand on les ferme. C'est ça le problème. Ouais. C'est que quand on les ferme, il n'y a plus personne qui est là pour dire qu'il ne faut pas fermer. Ou alors on pense qu'on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de sous et puis que c'est comme ça. Ça c'est une société. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut... Ouais, alors, et la plupart du temps, d'ailleurs, je pense qu'on ne le sait pas. Ça ferme. Oui. Il ne faut pas de la pub. Non, mais on ne le sait pas parce qu'on ne les utilise pas tous les jours. Hein, voilà. Alors, mais quand même, il y a des organisations qui le savent, mais ça ne vient pas sur la place publique. Ça ne fait pas l'objet d'un combat. Parce que je suis sûre que si on menait le combat quand on sait un an avant qu'un centre va fermer, il ne fermerait pas. Parce que ça ne serait pas possible. Parce qu'on aurait mobilisé, on aurait porté à la connaissance des femmes, on aurait... Voilà. Et c'est un petit peu ça, quand je dis qu'on a fait la pause, il y a de ça quand même, d'une certaine manière. Les anti-IVG, eux, ils manifestent. Ah oui, les anti-IVG. Ah bah eux, ils n'ont jamais abandonné le combat. Quand je dis des combats, les droits des femmes, ça nécessite un combat ininterrompu. Ça, et le combat en général aussi. Oui. Mais celui-là particulièrement. Moi, ce qui m'est cher, la sécurité sociale, c'est quand ils l'ont construit, ils ne se sont pas posé la question si on avait les moyens. Ils l'ont fait, voilà. Et je dis souvent que si la Sécu c'est 45, et en 46, on a eu le plan, là, le commissariat au plan. Je me dis, on a échappé belle. Parce que si ça avait été le contraire, ben, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Sécu. Parce qu'il y aurait toujours eu des technocrates pour nous expliquer que ce n'était pas possible. Donc le militantisme a vaincu la technocratie dans cette affaire. Un certain nombre de femmes à réagir. On n'est pas d'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord. Quelle est la notion qu'on peut avoir du travail? Voilà. Le travail, c'est pas simplement le fait, je sais pas moi, de faire la cuisine. C'est une ouverture sur les autres et une rencontre sociale. C'est un rôle dans la société
par rapport à l'ensemble de la société pour créer des richesses. Et c'est aussi, moi j'y tiens beaucoup, parce qu'on peut se demander pourquoi parfois des femmes, on parlait des femmes qui sont dans des familles monoparentales, pourquoi elles acceptent de travailler avec des temps partiels où elles gagnent kitschy. C'est parce que ça leur permet d'être dans la société et non pas enfermées chez elles. Non, mais ça, je peux bien expliquer. C'est Non, pas non. de rester enfermé chez elle, hein. Non, C'est de non. reconnaître ce travail. Moi, je pense que... C'est cantonné. Hein. Oui, Ça la cantonne, du coup. voilà, ça l'enferme. Mais bien sûr, elle s'ouvre Ça, pas c'est à un choix jouer. que Voilà. les amours ont pris. Mais non, c'est Et moi, je pense plutôt qu'il faut donner aux femmes le moyen d'assumer à la fois leur vie dans la société, en travaillant, et leur vie familiale. Il faut renverser les choses. Il ne faut pas, justifier le fait que les femmes restent à la maison pour financer, si tu paies. J'ai seulement dit reconnaître ce travail. Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait pas qu'elles aillent. Non, mais c'est... Non, mais en plus, moi, sur les allocations familiales, j'ai pas du tout la même lecture. J'ai pas du tout la même lecture de ce que représentent les allocations familiales. Pour moi, les allocations familiales, c'est une contribution de la société à l'éducation de l'enfant. C'est pas du tout lié à la famille, à la femme, ni au père non plus d'ailleurs. C'est la contribution de la société à l'éducation des enfants pour qu'ils deviennent des futurs producteurs de richesses par la suite, parce qu'en fait, une société qui ne fait plus d'enfants, c'est une société qui meurt. Mais j'ai pas dit autre chose. Voilà. Mais donc c'est lié à l'enfant, c'est pas lié Mais au oui. travail de... Et donc c'est pas on rémunère pas quelqu'un qui s'occupe d'élever les enfants, ses enfants. Je renonce. Oui. Non. Alors moi, dans ce cas-là, on dit la même chose et on croit qu'on dit le contraire. je vais être un peu provocatrice. Dans ce cas-là, les femmes qui travaillent, il faut qu'elles aient un double salaire, comme elles font une double journée. Mais attends, mais pourquoi pas? Non, il vaut mieux qu'elles fassent une journée simple et qu'on leur donne les moyens de faire une journée simple. C'est comme les primes de risque. Oui, mais c'est comme les primes de risque. On n'a pas de risque, on n'a pas de prime. Bon, ben c'est bien, on a un débat passionné. Non mais c'est toujours des débats comme ça. Oui, sûrement. Sinon, voilà. Et donc, On ne pose jamais les questions. Ça sera pour une autre on fois. remercie Michel d'être venu de l'autre bout de la France, parce que le Nord c'est l'autre bout de la France, pour nous. Annie David, qui donc est aussi sénatrice et qui est secrétaire départementale du Parti communiste, qui nous a rejoints et qui elle aussi a une fibre assez vivace et assez vive sur la question des femmes. Moi, je pense que c'est des questions où on ne peut pas négliger d'en parler, parce qu'aujourd'hui, comme pour d'autres choses, on nous dit qu'il n'y a plus de problème, tout est réglé. Ce qui est une façon de nous encourager les uns et les autres à ne rien faire. Je pense que le débat de ce soir nous a au moins montré qu'il y a un sacré boulot à faire. Dans ce domaine comme dans d'autres, mais là c'est un domaine particulier, et que c'est vrai qu'on est un certain nombre d'une génération d'une génération qui est pas la plus récente, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'échanger tous ensemble et de partager et de transmettre. Et je pense que dans l'intervention de Michel, c'est important ce qui a été transmis. On en a besoin, et j'aimerais bien que ça soit transmis aussi à des filles plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand je vois comment ça se passe autour de moi, que ça va être beaucoup plus grave que pour les générations comme la tienne, Cadran. Il y a des pressions terribles. Je voudrais poser une question. On n'a pas parlé des femmes dans la justice. Les femmes qui sont dans la magistrature, il n'y en a pas beaucoup. Et justement,
avec l'histoire qui s'est passée de cette femme qui avait tué son mari, n'est-ce pas? Et qu'on voulait lui faire encore 10 ans de plus. Il y a quand même, c'est les femmes qui se sont mobilisées et dans la magistrature et à l'extérieur pour... N'est-ce pas? Alors ça, on n'en a pas quand même pas parlé. Non, ben finalement, on n'a pas parlé de tout. Et on n'arrivera pas sur une soirée. Et la femme, c'est une telle richesse. Voilà. Mais c'était ça, quand même important de le Voilà, préciser. le problème des violences en lui-même, il est un sujet pour la soirée. Parce que c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions. La première, c'est de se dire déjà, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Je crois qu'il y en a plus. En tout cas, voilà. En tout cas, maintenant on connaît les chiffres, ce qu'on ne savait pas avant. Il y en a à peu près une tous les 3 jours qui meurt. Ça, et les femmes battues. Alors là, t'as dû mettre les chiffres dans le papier. On s'en voilà. Mais c'est un sujet. C'est le sujet majeur de la domination et de l'oppression dans la sphère privée. C'est dans la sphère privée que ça se passe. Et c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai été déjà de notre époque, dans les années 80-90, on commençait à reconnaître le phénomène, puisqu'on dénonçait le fait que les femmes, on ne prenait pas leur plainte. À l'époque, on ne prenait pas leur plainte. Celles qui osaient déposer plainte. Mais c'est quand même quelque chose de très complexe et on se pose encore aujourd'hui toujours les mêmes questions. D'ailleurs, j'entends les mêmes remarques. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas partie? Comment ça se fait qu'elle retourne? Il y a toutes ces questions-là qui sont extrêmement complexes et qu'on peut difficilement juger en dehors de connaître la situation réelle et son vécu et les conditions du vécu. Et donc... voilà, ça demande, tout le monde se pose plein de questions, la preuve finissait par la poser, ça demande du temps pour en parler, du temps pour trouver les solutions. Alors on a beaucoup avancé avec le dépôt des plaintes, maintenant tout ça, ça s'est un peu amélioré, je dirais un peu, parce qu'il reste encore des problèmes. Ceci dit, les femmes hésitent toujours autant à déposer plainte quand même, parce qu'on pense qu'il n'y a que 20% des femmes qui déposent plainte. Oui, mais parce que la main courante, souvent... Non, maintenant c'est quand même beaucoup mieux. Oui, mais souvent elle va au panier, madame. Oui. Non, mais les choses de ce point de vue, elles se sont quand même améliorées. Pas partout, mais il y a des endroits où il y a des agents spécialisés ou des femmes agents spécialisés. Enfin, on a gagné des choses parce qu'on a dénoncé, etc. Mais il n'y a quand même que 20% des femmes qui déposent plainte. C'est un sujet très compliqué. Moi, je pense personnellement que le plus gros problème pour ces femmes qui sont battues, qui retournent, etc., qui subissent les violences et qui, d'une certaine manière, les acceptent trop longtemps, on peut dire ça, mais on ne peut pas juger à leur place, et surtout, il ne faut pas juger. Surtout, il ne faut pas juger, c'est pas si simple. D'abord, c'est pas facile de partir quand on a des enfants, parce que déjà, souvent les femmes, d'ailleurs j'ai remarqué qu'elles finissent souvent par se décider à faire quelque chose quand c'est les enfants qui finissent par être battus. Oui. Ça existe. Donc l'esprit de sacrifice chez les femmes, c'est quelque chose de terrible devant ça. Il y a la question donc des enfants, et on peut toujours dire, elle n'a qu'à partir, mais se retrouver dehors avec des enfants, quelquefois on préfère quand même prendre des coups, parce que ça fait moins peur, c'est comme ça. Il y a la question de l'autonomie financière. Plus la femme est dépendante, comment on fait pour partir de chez soi? Mais tout ça, ça peut avancer. Le plus gros problème pour moi, et qui n'est pas encore complètement réglé, c'est que quand une femme va porter plainte et que, parce qu'elle est battue, c'est elle qui doit quitter le domicile conjugal. Et le mari, là, il garde le domicile. Et ça, c'est pour ça aussi que ça freine. C'est-à-dire se retrouver dehors. Voilà. Et j'ai expliqué tout à l'heure à Floriane que dans le Nord, au tribunal de Douai, il y a un procureur
qui s'appelle Luc Frémiot, d'ailleurs il est connu, il fait beaucoup d'émissions, qui, devant ce problème, a lui-même mis en place un dispositif sur son ressort. C'est sur son ressort. Et lui décide en tant que procureur que la femme garde le domicile et que c'est le mari qui s'en va. Et le mari donc doit quitter le domicile conjugal. Il est accueilli, parce qu'il s'en occupe quand même, il est accueilli dans un centre d'hébergement, des CHRS, avec des équipes dans lesquelles il y a souvent des équipes de travailleurs sociaux, etc. Et donc il y a un travail qui est fait sur le monsieur. Quelquefois ça peut s'arranger, quelquefois pas, mais en tout cas, la femme, elle reste au domicile conjugal et elle vit beaucoup moins sous la menace de son mari. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être faire avancer. Parce que moi, la question, alors cette question-là, on la pose depuis 20 ans, la question du domicile, qui n'est toujours pas réglée. Parce que les femmes doivent aller dans des foyers, mais une fois qu'elles sont dans des foyers avec des enfants, et puis elles ne peuvent pas rester longtemps dans le foyer. Si elles n'ont pas de métier, pas de travail, C'est long, c'est un processus. C'est difficile. C'est difficile. Et il faut donc beaucoup de moyens. On a demandé des places, des réservations de HLM et tout ça. Mais dans une pénurie de logements, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très compliqué. Donc la meilleure face, ce qui est à gagner pour moi, en plus de tout ce qu'on a déjà gagné, ce qui est à gagner, c'est que la femme puisse conserver le domicile, même si c'est elle qui s'en va. Voilà, mais on pourra en parler des heures. Donc je vous propose qu'on en termine là. Je vous signale qu'à l'entrée, il y a 2 pétitions. Si vous ne les avez pas déjà signées, il y en a une pour les Goudières. On parlait de la justice, mais vous savez que des syndicalistes ont été condamnés à la prison. Et bon, on peut rapprocher ça d'Air France aussi, ou pour une chemise déchirée. Voilà. Mais eux, donc, si jamais vous ne l'avez pas signé, parce qu'il y a un mouvement national là, qui s'est mis en marche, donc elle est disponible, je pense qu'il y a un stylo là-bas. Il y a aussi une pétition qui est plus liée à l'agglomération grenobloise pour la gratuité des transports en commun. ah ben ça, on était là. Voilà, vaste débat. Par ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, il y a un petit carton de participation aux frais, parce que voilà. Et puis, ma foi, comme on vous l'a dit, on envisage d'ici la fin de l'année un autre débat. Et nous, on est plus qu'égalitaires, puisque sur les 3 débats qu'on aura organisés, il n'y aura eu qu'un homme qui était Anissé Leport. Le 3e débat, comme vous l'a dit Willy tout à l'heure, ça sera sur la santé et la protection sociale avec Annie David, qui a beaucoup travaillé au niveau du Sénat sur ces questions et qui par ailleurs, voilà, il nous reste juste à fixer la date. Mais donc, voilà. Et puis, ma foi, je vous souhaite un bon retour chez vous et une bonne soirée.